Un entrepreneur millionnaire arrive sans prévenir à son domaine et entend quelque chose qu'il ne reconnaît pas, le son de rire. Curieux, il se cache derrière un chêne et voit une scène qui paralyse son monde. Ses 3 fils triplés, qui se faisaient toujours concurrence, sont dans un silence respectueux, apprenant avec l'employé à nourrir un oiseau à la main. Quand l'oiseau se pose sur la main du fils le plus sensible, le cri de pure joie de l'enfant est le son le plus authentique qu'il ait entendu depuis des années. À cet instant, il comprend. Cette femme a donné à ses enfants en quelques semaines ce qu'il n'avait jamais réussi à leur offrir avec tout son argent. Mais quand la gouvernante entamera une guerre cruelle pour détruire l'employé, il devra choisir entre une loyauté de plusieurs décennies et la vérité dévastatrice sur sa propre famille. Dites-nous d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez votre popcorn. L'histoire commence maintenant. Bien avant que la brume de ce matin-là ne devienne le théâtre d'une guerre silencieuse, la vie au manoir Dubois se déroulait avec la précision d'une horloge suisse et la chaleur d'un mausolée. C'était un monde de surface polie et de silence profond, un ballet de perfection stérile où chaque objet occupait sa place désignée et chaque jour était une réplique exacte du précédent. Les jardins, entretenus avec une précision géométrique, n'invitaient pas au jeu, mais à l'admiration distante. Les couloirs longs et résonnants amplifiaient l'écho de la solitude, et l'air même semblait filtré, dépouillé de tout arôme autre que celui de cire à parquet et de fleurs coupées sans parfum. Dans ce royaume d'ordre impeccable, la spontanéité était une hérésie et la joie un désordre qui devait être corrigé immédiatement. Tout fonctionnait, tout brillait, mais rien ne vivait réellement. C'était la façade parfaite d'une famille prospère. Une pièce de théâtre méticuleusement montée pour un public qui n'arrivait jamais. L'architecte de ce silence, la gardienne du vide, était Béatrice. Avec plus d'une décennie au service de la famille, elle ne se considérait pas comme une employée, mais comme la conservatrice d'un héritage. Elle se déplaçait dans la maison, non avec la hâte du travail, mais avec la solennité d'une sentinelle, ses yeux de faucon détectant la moindre imperfection. Une empreinte digitale sur un verre, un livre légèrement désaligné sur l'étagère, une miette oubliée dans la salle à manger. Son autorité ne reposait pas sur des cris, mais sur une présence constante et désapprobatrice qui pesait sur tous les habitants. Pour Béatrice, l'affection était une forme de désordre, une variable incontrôlable qui menaçait l'efficacité du système qu'elle avait construit. Les enfants n'étaient pas des enfants, ils étaient les héritiers Dubois, des projets qui devaient être façonnés, disciplinés, et maintenus dans les limites strictes de l'excellence, loin du chaos des émotions. Dans cette cage dorée, les triplés vivaient une enfance programmée à la minute. Leur journée n'était pas rythmée par le jeu, mais par un agenda étouffant conçu pour la grandeur. Cours de mandarin à 8, leçons de violoncelle à 10, entraînement d'escrime à midi, tutorat de mathématiques avancées l'après-midi. Chaque activité était une compétition, un échelon de plus sur l'échelle vers un avenir que leur père avait conçu pour eux. Louis, l'aîné de quelques minutes, canalisait son anxiété dans un besoin féroce de gagner, cherchant un regard d'approbation d'un père qui n'était jamais là. Mathieu, le cadet, transformait sa frustration en une irritabilité constante, ses petites colères étant la seule forme de rébellion qu'il connaissait. Et Damien, le plus jeune et le plus sensible, se réfugiait dans un monde intérieur, ses grands yeux tristes observant tout depuis un silence qui était son seul bouclier. Le luxe qui les entourait était une cruelle dérision de leur solitude. Leur chambre, plus grande que des appartements entiers, regorgeait des jouets les plus chers et sophistiqués que l'argent pouvait acheter. Un train électrique de fabrication allemande parcourait une maquette détaillée des Alpes, mais personne n'y jouait. Un télescope professionnel pointait vers le ciel depuis un balcon, accumulant une fine couche de poussière. Des ours en peluche plus grands que les enfants eux-mêmes étaient assis dans les coins des chambres, leurs yeux de verre fixant le vide, témoins muets d'une enfance sans câlin. Ces objets n'étaient pas des cadeaux d'amour, mais des transactions, des substituts matériels d'une présence paternelle qui était devenue un fantôme. C'étaient des monuments à la richesse et à l'abandon, des rappels constants que dans cette maison, tout avait un prix, mais presque rien n'avait de vraie valeur. Auguste Dubois était l'épicentre absent de cet univers, un homme qui s'était bâti à partir de rien. Il ne savait maintenant construire que des empires. Après la mort de son épouse, il avait scellé son cœur et s'était plongé dans le seul langage qu'il comprenait, celui des chiffres, des contrats et de la croissance exponentielle. Sa présence au manoir était fugace et éthérée. Le son de sa voiture de luxe arrivant tard dans la nuit, le clic de la porte de son bureau se refermant, sa voix distante à travers le haut-parleur du téléphone, donnant des ordres à Béatrice ou à ses assistants. Pour lui, être un bon père était synonyme d'être un bon pourvoyeur. Il était convaincu qu'en bâtissant un avenir financier inexpugnable pour ses enfants,
Il leur donnait l'armure la plus solide contre le monde. Il ne pouvait pas voir qu'en agissant ainsi, il les avait laissés sans défense, tremblant de froid à l'intérieur de la forteresse qu'il avait lui-même érigée. Les dîners dans la grande salle à manger étaient le rituel le plus désolant de tous. Ils s'asseyaient à une table en acajou si longue qu'il semblait être des îles séparées par une mer de bois poli. Le seul son était le tintement des couverts en argent contre la porcelaine fine, une mélodie froide et métallique qui rythmait un repas sans conversation. Les enfants mangeaient la tête baissée, remuant la nourriture dans leurs assiettes sous le regard attentif de Béatrice, qui veillait au respect des bonnes manières et surtout du silence. Auguste, lorsqu'il était présent, présidait la table comme un roi sur un trône vide, ses pensées à des milliers de kilomètres, dans des salles de conseil et sur les marchés boursiers. À ces moments-là, le silence n'était pas la paix. C'était un cri étouffé, la preuve irréfutable qu'une famille peut s'asseoir ensemble et pourtant être complètement seule. Et au milieu de cet ordre glacial, Marine Duval était arrivée comme une pièce qui ne s'adaptait pas. Engagée pour des tâches générales, ses premiers jours furent une immersion dans un monde étranger et déconcertant. Depuis le seuil de la cuisine, ou en nettoyant un couloir interminable, elle observait. Elle voyait les 3 enfants se déplacer comme des automates dans la maison, leurs petits visages sérieux, dépourvus de la lumière qu'elle se souvenait de sa propre enfance. Elle voyait les jouets intacts, les regards vides et la peur subtile dans leurs yeux, chaque fois que l'ombre de Béatrice se projetait à proximité. Elle ne voyait pas les héritiers d'une fortune. Elle voyait 3 petits prisonniers aspirant à quelque chose que ni la richesse ni la discipline ne pouvaient offrir. Dans son cœur, habitué à la chaleur d'une famille humble mais unie, une compassion silencieuse grandissait, un élan protecteur qui ne comprenait ni les hiérarchies ni les règles. Ce fut par un de ces après-midi gris que la première fissure apparut dans la glace. Damien, en essayant d'atteindre un verre d'eau dans la cuisine, le fit tomber accidentellement. Le fracas du verre contre le marbre fut comme un coup de feu dans le silence du manoir. L'enfant se figea. Ses yeux se remplirent d'une panique absolue, attendant la réprimande inévitable de Béatrice. Mais ce fut Marine qui arriva la première. Au lieu de le réprimander, elle s'agenouilla à ses côtés, ignorant les morceaux de verre. Elle ne dit rien. Elle le regarda simplement avec un calme qu'il n'avait jamais connu et lui offrit un petit sourire sincère. Dans ce geste, dans cette absence de jugement, Damien trouva un refuge inattendu. Ce fut un moment fugace, presque invisible, mais ce fut suffisant. Une petite graine de confiance venait d'être plantée dans le sol stérile du manoir du bois et elle était destinée à grandir. Ce lien, invisible mais de plus en plus fort, commença à se tisser non pas avec de grands gestes, mais avec le fil fragile et précieux des moments partagés. Tout changea par un après-midi ensoleillé, quand un son insolite rompit le calme du domaine. Des rires, ce n'étaient pas des rires retenus ou éduqués, mais des éclats de rire purs, libres et cristallins, qui flottaient dans l'air comme des papillons. Auguste, cherchant un répit à ses appels interminables, suivit le son jusqu'au bord du jardin. Caché derrière un chêne centenaire, il assista à une scène qui ébranla les fondements de son monde. Marine était agenouillée sur la pelouse, entourée de ses 3 enfants. Avec une patience infinie, elle leur apprenait à étendre les paumes de leurs mains remplies de graines pour que les oiseaux sauvages viennent manger. Il vit Louis, son Louis compétitif, partager ses graines avec Damien pour qu'il puisse lui aussi sentir le chatouillement des petites pattes d'un moineau. Il vit Mathieu, son Mathieu irritable, célébrer en silence lorsqu'un oiseau lui fit enfin confiance. Pour la première fois, ils n'étaient pas des rivaux, mais des frères. Ils étaient simplement des enfants. Cet instant n'était que le début. Marine, avec son calme inné, commença à combler les vides que l'argent ne pouvait occuper. Les heures d'études devinrent moins rigides, entrecoupées de pauses pour regarder les nuages et y trouver des formes. Les dîners silencieux se transformèrent en espaces où il était permis de poser des questions, où les histoires du jour, aussi petites fussent-elles, étaient écoutées avec une attention sincère. Marine ne leur lisait pas des contes par obligation, mais elle leur donnait vie avec sa voix, créant des mondes où 3 princes courageux trouvaient toujours le chemin du retour. Elle n'essayait pas de remplacer une mère, c'était quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'était une présence constante, chaleureuse et sûre, qui leur disait, sans mots, qu'ils n'étaient pas seuls. Elle leur enseigna que la valeur ne résidait pas dans le fait de gagner une compétition d'escrime, mais dans le fait d'aider un frère à lasser ses chaussures, que la vraie richesse n'était pas dans le coffre d'une banque, mais dans la confiance d'un petit oiseau. La transformation chez les enfants fut aussi graduelle que l'aube, mais tout aussi indéniable. Louis commença à trouver plus de joie dans le jeu partagé que dans la victoire solitaire. Son besoin d'approbation paternelle s'adoucit face à l'affection inconditionnelle de Marine. Mathieu, dont les frustrations explosaient souvent en crise de colère, apprit à exprimer ses sentiments avec des mots, cherchant un câlin au lieu d'une confrontation.
Mais le changement le plus profond fut observé chez Damien. L'enfant silencieux commença à s'épanouir. Son monde intérieur, auparavant son seul refuge, s'ouvrait maintenant vers l'extérieur. Il commença à partager ses pensées, à décrire les couleurs des ailes d'une libellule, à fredonner des chansons en dessinant. Les trois frères, auparavant de petites îles de solitude, devinrent un archipel connecté par des ponts d'affection que Marine avait aidé à construire. Leur loyauté n'était plus une question d'obéissance, mais d'un amour profond et protecteur envers la femme qui leur avait rendu leur enfance. Mais là où la lumière grandissait, l'ombre s'épaississait. Depuis les couloirs polis du manoir, Béatrice observait cette métamorphose non pas avec soulagement, mais avec une alarme croissante. Pour elle, le rire des enfants n'était pas de la musique, mais le son du désordre. L'affection que Marine professait n'était pas une vertu, mais une dangereuse transgression des limites professionnelles. Dans son esprit, régi par la logique du contrôle et de l'efficacité, cette nouvelle dynamique était une forme de chaos, une insubordination émotionnelle, qui menaçait de défaire la structure impeccable qu'elle avait mise une décennie à perfectionner. Elle ne voyait pas des enfants heureux. Elle voyait les héritiers du bois devenir mous, indisciplinés. Et elle voyait Marine non pas comme une gardienne, mais comme une usurpatrice qui, avec sa douceur écœurante, érodait son autorité et mettait en danger l'avenir de la famille. Sa loyauté envers les règles devint une obsession et elle décida d'agir. La campagne de Béatrice fut subtile, une guerre de murmures et de regards empoisonnés. Elle commença à semer des graines de doute dans l'esprit d'Auguste lors de leurs brèves et fonctionnelles conversations. Monsieur Dubois, la nouvelle employée est trop familière avec les enfants, disait-elle, avec une préoccupation étudiée. Être son manque de préparation formelle n'est-il pas l'influence la plus adéquate pour eux? Elle laissait tomber des commentaires occasionnels sur les vêtements simples de Marine ou sa manière de s'asseoir par terre pour jouer, la contrastant implicitement avec la discipline et le décorum qu'elle représentait. Elle ne portait pas d'accusation directe, car elle savait que cela serait maladroit. Au lieu de cela, elle tissait une toile d'insinuation, créant un récit dans lequel la chaleur de Marine était synonyme d'incompétence et son amour d'un dangereux manque de professionnalisme. Elle voulait qu'Auguste voie Marine non pas à travers ses propres yeux, mais à travers le filtre de méfiance qu'elle construisait méticuleusement. Bientôt, les insinuations cédèrent la place à la manipulation directe. Un jour, une coûteuse montre de poche en argent, une relique familiale, disparut du salon principal. Béatrice organisa une recherche discrète, mais ostensible, s'assurant que le soupçon planait dans l'air. « C'est très étrange », commenta-t-elle à Auguste avec une fausse naïveté. « Nous n'avons jamais eu de problème de ce type jusqu'à récemment. » La montre apparut quelques jours plus tard dans un endroit évident, mais le doute était déjà semé. À une autre occasion, Louis se rapa le genou en grimpant à un arbre sous la supervision de Marine. Béatrice présenta le petit accident comme une preuve irréfutable de négligence, informant Auguste d'un ton grave que les enfants étaient exposés à des risques inutiles en raison de la surveillance laxiste de Marine. Pour Marine, chacun de ces incidents était une torture. La peur de perdre son emploi, le seul moyen de subsistance pour le traitement de sa mère, devint un nœud constant dans son estomac. Auguste se retrouva pris dans un feu croisé émotionnel qu'il ne savait comment gérer. D'un côté, il avait les faits irréfutables. Ses enfants étaient plus calmes, plus heureux, et les appels de l'école concernant le comportement de Mathieu avaient complètement cessé. Il voyait de ses propres yeux la lumière que Marine avait apportée dans leur vie, une lumière que lui, avec toute sa richesse, n'avait pas été capable d'allumer. Mais d'un autre côté, il avait les avertissements de Béatrice, son employée la plus loyale et efficace, la femme qui avait dirigé son foyer avec la précision d'un général pendant plus de 10 ans. Sa logique commerciale lui disait qu'il devait faire confiance à l'employé expérimenté et professionnel, à la voix de la raison et de l'ordre. Cependant, une partie de lui, une partie qu'il avait longtemps maintenue endormie, ne pouvait ignorer le son des rires de ses enfants. Il était coincé entre deux mondes, la froide efficacité qu'il avait toujours valorisée et la chaude humanité que ses enfants désiraient désespérément. Le point de rupture arriva sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres, une antiquité d'une valeur inestimable qui avait appartenu à sa défunte épouse. Dans un élan de pure joie, les enfants jouaient dans le salon principal, imaginant qu'ils étaient les oiseaux du jardin et que Marine était l'arbre qui leur offrait un abri. Damien, courant les bras ouverts comme des ailes, trébucha et heurta le piédestal. Le bruit du vase se brisant contre le sol de marbre fut assourdissant, un écho qui sembla briser le cœur de la maison. Le silence qui suivit fut encore plus terrible. Béatrice apparut sur le seuil, son visage un masque d'horreur contrôlée, qui se transforma rapidement en une sombre vengeance. Elle ne dit rien aux enfants, elle regarda simplement les fragments, puis Marine, et elle sut qu'elle avait l'arme ultime. Ce n'était pas une montre perdue ou un genou éraflé.
C'était une destruction tangible, la preuve finale dont elle avait besoin pour démontrer que le chaos de Marine était en effet un danger. L'appel au bureau d'Auguste fut inévitable. Marine marcha dans le long couloir silencieux, sentant le poids de chacun de ses pas. L'air semblait dense, chargé de la certitude de son renvoi. Chaque détail du couloir, les portraits ancestraux, le brillant du bois ciré semblait la juger. Elle pensa à sa mère, à la fragilité de sa santé et aux factures qui s'accumulaient. Elle pensa au visage des 3 enfants, à la confiance qu'ils avaient placée en elle, et ressentit une douleur si aiguë qu'elle lui coupa le souffle. Elle ne craignait pas de perdre un travail. Elle craignait d'abandonner ses 3 petits, qui commençaient à peine à croire que la tendresse était possible. En arrivant à la lourde porte de chêne du bureau d'Auguste, elle s'arrêta un instant, respira profondément et se prépara à affronter le verdict qui, elle en était sûre, avait déjà été prononcé. La fragile bulle de bonheur qu'elle avait construite était sur le point d'éclater. Dans la solitude de son bureau, entourée par le silence des murs tapissés d'acajou et l'éclat à ses côtés des écrans qui montraient le pool de ses finances, Auguste Dubois se découvrit incapable de se concentrer. La voix de son associé à Tokyo s'estompait en un murmure insignifiant, noyé par une image qui se répétait dans son esprit avec l'insistance d'un battement de cœur. C'était la scène du jardin, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, le rire cristallin de ses enfants et Marine agenouillée dans l'herbe, la paume tendue, la confiance d'un petit oiseau. Cette image, si simple et si étrangère à son monde de contrats et d'acquisitions, était devenue une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Pour la première fois depuis des années, il sentait une fissure dans l'armure de sa logique. Quelque chose dans cette connexion pure et désintéressée lui montrait, comme un miroir implacable, l'aridité de sa propre vie, l'immense distance qu'il avait placée entre lui et les 3 petits cœurs qui dépendaient de son amour, pas seulement de sa fortune. Tandis qu'Auguste luttait avec sa révélation naissante, Béatrice observait depuis les ombres d'un couloir. Pour elle, l'influence croissante de Marine n'était pas une bénédiction, mais un fléau. Elle voyait le rire des enfants non pas comme un signe de bonheur, mais comme une preuve d'indiscipline. Le désordre des jouets dans le jardin, les chaussures tachées de boue, les voix élevées dans le jeu. Tout cela représentait une anarchie qui menaçait l'écosystème de contrôle qu'elle avait soigneusement construit pendant plus d'une décennie. Marine, avec son calme et sa tendresse, était un virus qui infectait le système, affaiblissant son autorité et enseignant aux héritiers du bois une leçon dangereuse, que les émotions étaient plus importantes que les règles. Béatrice ne ressentait pas de jalousie au sens traditionnel, elle ressentait une offense professionnelle. Sa loyauté n'était pas envers le bonheur des enfants, mais envers le concept d'ordre qu'Auguste lui avait confié de préserver. Et elle était prête à extirper la source de l'infection, quel qu'en soit le coût. La guerre de Béatrice commença par un murmure, une manœuvre subtile, comme le mouvement d'une araignée tissant sa toile. « Monsieur Dubois, la nouvelle employée est être trop familière avec les enfants, glissa-t-elle un jour. Son ton, un mélange parfait de loyauté et de préoccupation feinte. Son manque de préparation formelle pourrait ne pas être l'influence la plus adéquate pour leur développement. Peu après, une précieuse montre de poche en argent, une relique familiale, disparut du salon. Béatrice orchestra une recherche discrète, mais visible, s'assurant que l'ombre du soupçon tombait sur la seule personne nouvelle dans la maison. La montre réapparut mystérieusement dans un tiroir, mais le poison avait déjà été inoculé. Pour Marine, chacune de ces insinuations était une petite blessure, une coupure invisible qui la faisait saigner de l'intérieur. Elle sentait le regard de Béatrice sur elle constamment, un poids qui l'obligeait à mesurer chaque mot, chaque geste, transformant la spontanéité de son affection en un acte de risque calculé. Auguste, un homme habitué à traiter avec des requins d'entreprise et des trahisons à grande échelle, se retrouva désarmé face à cette guérilla domestique. D'un côté, les faits étaient indéniables, ses enfants étaient plus sereins, les cauchemars de Damien avaient diminué, et les plaintes de l'école concernant le comportement de Mathieu s'étaient évaporées. Il voyait la lumière dans leurs yeux, une étincelle qu'il ne se souvenait pas avoir vue depuis que son épouse était en vie. Mais d'un autre côté, il avait les avertissements de Béatrice, son employée la plus efficace, la gardienne de son héritage. La logique commerciale lui dictait de faire confiance à la vétérane, à la professionnelle éprouvée. Cependant, une partie de lui, une intuition paternelle longtemps endormie, ne pouvait ignorer l'évidence du bonheur. Il se trouva piégé dans les limbes, observant Marine à distance, essayant de déchiffrer si elle était un ange gardien ou une menace subtile, incapable de réconcilier la froide efficacité qu'il avait toujours admirée avec la chaude humanité dont ses enfants avaient si désespérément besoin. L'attaque suivante de Béatrice fut plus directe, exploitant l'imprévisibilité de l'enfance comme une arme. Par un après-midi de jeu, Louis, se sentant courageux et libre, grimpa à l'un des vieux chênes du jardin.
Il glissa sur une branche et tomba, se râpant le genou. Ce fut un accident mineur, le genre de blessure de guerre que tout enfant collectionne avec fierté. Marine courut vers lui, le nettoya, le consola, et lui raconta une histoire sur un chevalier dont la cicatrice était une carte de ses aventures. Louis finit par rire, mais pour Béatrice, ce fut l'occasion parfaite. Cette nuit-là, elle présenta l'incident à Auguste non pas comme un incident, mais comme une grave faute de surveillance. Les méthodes laxistes de Mademoiselle Duval mettent les enfants en danger inutile, informa-t-elle d'un ton sombre et professionnel. La discipline est aussi une forme de protection, monsieur. Chaque mot était conçu pour peindre la chaleur de Marine comme de l'incompétence, son amour comme un danger. La pression sur Marine devint insupportable. La peur, une compagne constante, s'installa dans sa poitrine comme une pierre froide. Il ne s'agissait plus seulement de son travail, il s'agissait de la vie de sa mère. Chaque nuit, en lui parlant au téléphone, elle feignait un calme qu'elle ne ressentait pas, décrivant la beauté du domaine et la douceur des enfants, omettant le réseau d'hostilité qui se refermait sur elle. Elle se sentait marcher sur un champ de mines, où chaque faux pas pouvait déclencher la catastrophe. La joie de jouer avec les enfants était maintenant teintée d'anxiété. Était-elle trop bruyante, trop permissive? Le regard de Béatrice depuis la fenêtre était-il une simple observation ou une condamnation? Le poids du soupçon l'épuisait, drainant l'énergie dont elle avait besoin pour être le refuge des enfants. Malgré la peur, son amour pour eux devint sa seule armure, un bouclier fragile contre le siège silencieux qui menaçait de la détruire. Les enfants, avec cette intuition aiguë que les adultes sous-estiment souvent, perçurent le changement d'atmosphère. Ils sentirent la peur de Marine et l'hostilité de Béatrice comme un changement de la pression de l'air avant une tempête. Leur réaction fut instinctive et féroce. Ils devinrent ses petits gardiens. Louis, qui auparavant cherchait l'approbation de tous, défiait maintenant Béatrice de regards directs et silencieux. Mathieu, dont les colères étaient auparavant aléatoires, les dirigeait maintenant avec une précision chirurgicale chaque fois que Béatrice tentait de réprimander Marine. Et Damien, le plus silencieux de tous, s'accrochait à la main de Marine avec une force qui démentait sa petite taille, comme si son simple contact pouvait la protéger du mal. Leur loyauté n'était plus seulement de l'affection, elle était devenue un acte de rébellion. Ils formèrent une petite armée de 3, un front uni qui, sans le savoir, ne faisait qu'intensifier la détermination de Béatrice à dissoudre leur alliance à tout prix. Le point de rupture arriva par un après-midi pluvieux, lorsque l'énergie contenue des enfants trouva enfin une soupape d'échappement à l'intérieur du manoir. Confinés dans le salon principal, un espace normalement aussi solennel qu'un musée, Marine leur proposa un jeu. Imaginons que nous sommes les oiseaux du jardin et que la tempête nous a obligés à chercher refuge dans ce grand arbre, suggéra-t-elle. En quelques minutes, le silence oppressant fut remplacé par le son de la joie. Les coussins du canapé devinrent des nids, les tapis des champs de fleurs, et les 3 frères, les bras tendus comme des ailes, virevoltaient dans la pièce, leur rire résonnant contre les hauts plafonds. Pendant un instant, la cage dorée se transforma en un ciel sans limite. Ce fut un moment de pure, déchaînée et dangereuse félicité. Une célébration de l'enfance qui était sur le point de se heurter violemment à la fragile réalité de leur monde. La catastrophe se matérialisa en une fraction de seconde. Damien, au sommet de son vol imaginaire, ferma les yeux, transporté par l'émotion du jeu. Il tourna, perdit l'équilibre et son petit corps heurta le piédestal de marbre qui soutenait la pièce la plus précieuse de la collection d'Auguste. Un vase en porcelaine de Sèvres, un cadeau de mariage pour sa défunte épouse. Le son du vase se brisant sur le sol fut aigu et définitif, une explosion qui sembla briser plus que la céramique. L'écho s'éteignit, laissant un silence profond et terrifiant. Les rires moururent dans la gorge des enfants. Ils restèrent immobiles, 3 statues de panique, leurs yeux fixés sur le désastre de fragments bleus et blancs éparpillés sur le sol. Le jeu était terminé, le ciel s'était effondré, et sur le seuil une ombre se matérialisa, attirée par le son de la destruction. Béatrice apparut à la porte, mais il n'y avait pas de colère sur son visage. Elle ne cria pas, ne courut pas évaluer les dégâts. Au lieu de cela, un calme effrayant s'empara de ses traits. Ses yeux passèrent des fragments du vase au visage terrorisé des enfants et finalement se posèrent sur Marine. Et dans ce regard, Marine ne vit pas de reproche, mais du triomphe. Béatrice avait patiemment attendu son moment, sa preuve irréfutable, et le destin la lui avait livrée sur un plateau de porcelaine brisé. Ce n'était pas une montre perdue qui pouvait réapparaître, ni un genou éraflé qui guérirait. C'était une destruction tangible, symbolique, la profanation d'un sanctuaire. C'était la preuve définitive que l'influence de Marine n'était pas de l'amour, mais du chaos. Lentement, avec la délibération d'un bourreau, Béatrice se retourna et se dirigea vers l'interphone, son dos droit et son pas ferme. Elle savait avec une certitude absolue qu'elle venait de gagner la guerre,
Le son métallique de l'interphone brisa le silence funèbre. La voix d'Auguste, dépouillée de toute émotion, résonna dans la pièce avec une froideur glaciale. « Marine, à mon bureau immédiatement. » Ce n'était pas une requête, c'était une sentence. Le cœur de Marine se serra. Elle regarda les 3 enfants dont les visages étaient sillonnés de larmes silencieuses de peur et de culpabilité. Elle voulait leur dire que tout irait bien, mais les mots ne sortirent pas. Elle se leva, sentant le poids de la défaite dans chaque muscle, et commença la longue marche dans le couloir vers le bureau d'Auguste. Chaque pas résonnait sur le parquet poli, un roulement de tambour marquant sa marche vers l'exil. Chaque portrait au mur semblait la juger. Elle n'était pas seulement sur le point de perdre son travail, elle était sur le point d'être arrachée à la vie de 3 enfants qui avaient commencé à guérir sous ses soins. En arrivant à la lourde porte de chêne, elle s'arrêta, respira profondément et prépara son cœur à se briser. L'appel d'Auguste fut une lame froide qui fendit l'air dense du manoir. « Marine, à mon bureau immédiatement. » Chaque mot était un coup de marteau enfonçant le dernier clou dans son cercueil. Alors qu'elle marchait dans le couloir interminable en acajou, le son de ses propres pas semblait l'écho d'une sentence. Le monde autour d'elle était devenu un tunnel sombre et au bout de celui-ci se trouvait la porte de chêne du bureau, un monolithe qui représentait la fin de tout. Elle pensa à sa mère, à la fragilité de son sourire et aux médicaments qu'elle ne pourrait plus acheter. La peur était une griffe glacée qui lui étreignait le cœur. Mais alors, comme 3 petites lumières dans l'obscurité, apparurent dans son esprit les visages des enfants, le regard défiant de Louis, la vulnérabilité cachée de Mathieu, la confiance silencieuse de Damien. À cet instant, elle sut qu'elle ne craignait pas pour son travail. Elle craignait pour eux de les laisser seuls à nouveau dans cette belle et froide prison. Le bureau d'Auguste Dubois n'était pas une pièce, c'était une forteresse, un sanctuaire de pouvoir et de solitude où les murs étaient tapissés des livres qu'il ne lisait jamais et des succès qui ne l'intéressaient plus. L'air sentait le vieux cuir, l'argent et une profonde mélancolie. Auguste était dos à la porte, observant la ville à travers la baie vitrée panoramique, une constellation de lumière distante et impersonnelle, comme lui. Il ne se retourna pas quand elle entra. Il resta immobile, une silhouette découpée contre le crépuscule, laissant le silence faire son travail, l'intimider, la briser, avant de prononcer un seul mot. Marine attendit debout au milieu du tapis persan, se sentant aussi petite et insignifiante qu'une poussière dans son vaste univers. Elle savait qu'elle n'était pas là pour une conversation, mais pour une exécution. Il était le juge, le jury et le bourreau, et le verdict était déjà écrit sur le froid vert de la fenêtre. Finalement, Auguste se retourna. Son visage était un masque de contrôle impassible, ses yeux aussi froids que l'acier poli. Il s'assit derrière son bureau, un immense bloc de bois qui agissait comme une barrière entre leurs 2 mondes. Il ne l'invita pas à s'asseoir. Sa voix, quand il parla, fut tranquille, méthodique, dépouillée de toute émotion. « Mademoiselle Duval », commença-t-il comme s'il s'adressait à une parfaite étrangère. « J'ai été informé de la destruction d'une pièce de valeur considérable, tant monétaire que sentimentale. Béatrice m'assure que cela s'est produit sous votre supervision, suite directe à un manque de discipline et de contrôle. » Il fit une pause, la laissant écraser sous le poids de l'accusation. « Ce type de négligence est inacceptable. Votre contrat est résilié. Vous pouvez récupérer vos affaires. » Les mots tombèrent sur elle comme les fragments du vase, tranchants et irrévocables. Le monde s'arrêta. Pendant un instant, la panique la submergea. L'instinct de survie cria en elle. Son esprit s'accéléra, cherchant des excuses, des défenses, n'importe quoi pour se sauver. Elle pouvait blâmer les enfants, expliquer que c'était un accident, implorer une autre chance. L'image de sa mère, seule et sans protection, la frappa avec la force d'un ouragan. Elle était au bord de l'abîme, à un seul mot de supplier, de s'humilier, de sacrifier sa dignité pour un salaire. Mais alors, quelque chose de plus fort que la peur l'ancra au sol. Ce fut le souvenir du rire de Damien, un rire qu'elle lui avait appris à libérer. Ce fut l'image de Louis partageant ses graines. Ce fut le câlin maladroit de Mathieu. Elle réalisa que se défendre serait les trahir, ce serait valider le système qui les étouffait. Dans ce silence lourd de désespoir, Marine prit une décision. Elle ne se battrait pas pour son travail, elle se battrait pour eux. Elle leva la tête et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, elle regarda Auguste Dubois directement dans les yeux. Son regard n'était ni de défi ni de supplication, mais d'un calme profond et triste. Sa voix, quand elle parla enfin, ne trembla pas. C'était le son d'une vérité qui ne pouvait plus être contenue. « Monsieur Dubois, dit-elle doucement, ce vase peut être remplacé. » Elle laissa la phrase flotter dans l'air lourd du bureau. Une déclaration si simple, et pourtant si radicale dans ce temple dédié aux possessions matérielles. Elle ne parlait pas d'un objet, elle parlait de priorité. Elle tenait un miroir devant lui,
un miroir qui ne reflétait pas la porcelaine brisée sur le sol, mais les fissures beaucoup plus profondes dans les murs de sa propre famille. Elle lui disait, sans le dire, qu'il pleurait pour la mauvaise perte, qu'il protégeait le mauvais trésor. Elle continua, sa voix gagnant une force tranquille, la force de celui qui n'a rien à perdre parce qu'il a déjà décidé de tout sacrifier. « Mais le temps que vous perdez avec vos enfants, dit-elle. » Et sa voix se brisa légèrement, non par faiblesse, mais par la pure émotion de la vérité qu'elle était sur le point de déchaîner. Ce temps ne reviendra jamais. Elle fit un pas vers le bureau, violant la distance de pouvoir qu'il avait imposée. Vous ne voyez pas comment les yeux de Damien brillent quand il parle des étoiles. Vous n'entendez pas les histoires que Louise invente sur des chevaliers courageux, des chevaliers qui vous ressemblent étrangement. Vous ne sentez pas comment le cœur de Mathieu aspire à un câlin qu'il ne demande jamais. Vous construisez un empire pour eux, mais ils veulent juste construire un château de sable avec leur père. Chaque mot était une pierre lancée contre la forteresse de sa négation. Et puis, avec un courage né du plus pur amour, elle lui porta le coup final. La vérité que personne dans sa vie n'avait osé murmurer. Ils n'ont pas besoin de plus de choses, monsieur. Ils ont besoin de vous. Son regard était implacable, traversant les couches de richesse et de pouvoir pour atteindre l'homme, le père qui se cachait en dessous. Et ce qui leur fait le plus de mal, ce n'est pas une réprimande, ce n'est pas une punition. Elle fit une pause, rassemblant tout son courage pour dire la phrase qui changerait tout, la phrase qui pourrait lui coûter tout, mais qui pourrait les sauver. Ils craignent plus votre silence que n'importe quoi au monde. La vérité, nue et terrible, avait finalement été prononcée dans la pièce la plus silencieuse de la maison. Marine resta immobile, l'écho de ses propres mots résonnant dans l'air. Elle avait jeté son cœur aux pieds de cet homme, et il ne restait plus qu'à attendre qu'il le piétine. Elle était vide, épuisée, mais étrangement en paix. Elle avait tenu une promesse qu'elle ne savait même pas avoir faite, celle de protéger ses enfants à tout prix. Auguste ne bougea pas. Son visage, auparavant un masque de contrôle, était maintenant une toile vierge. Il était complètement immobile, comme si ses mots l'avaient pétrifié. Ses yeux, auparavant froids et distants, la regardaient maintenant avec une expression indéchiffrable, un mélange de choc, de colère et quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait à une blessure profonde et ancienne qui venait d'être ouverte. Le silence qui tomba sur le bureau n'était plus une arme de pouvoir. C'était le silence assourdissant d'un monde qui venait de se briser. Les mots de Marine restèrent suspendus dans l'air, vibrant du poids d'une vérité indéniable. Auguste Dubois, l'homme qui déplaçait les marchés d'un simple appel, resta complètement immobile, comme si une force invisible l'avait ancré au sol. Le masque de froide autorité qu'il avait porté pendant des années se fissura, révélant non de la colère, mais une confusion profonde et dévastatrice. Ce n'était pas l'accusation qui l'avait désarmé, mais le miroir qu'elle lui avait tendu. « Ils craignent plus votre silence ». Cette phrase se répéta dans son esprit, un écho qui faisait tomber les murs de sa négation. Le silence, son outil de pouvoir, son bouclier contre le désordre des émotions, était devenu l'arme qui torturait ses propres enfants. Sans dire un mot de plus, d'un geste quasi mécanique, il indiqua à Marine de se retirer. Il ne la renvoya pas, ne la quitta pas. Il la supprima simplement de la pièce parce qu'il avait besoin d'être seul pour faire face au seul vrai coupable qui restait entre ses murs, lui-même. Auguste se leva et marcha non vers le téléphone pour conclure un accord, ni vers la fenêtre pour observer son royaume, mais hors de son bureau. Pour la première fois, le couloir du manoir ne lui parut pas un symbole de sa réussite, mais un couloir froid et vide qui reflétait l'état de son âme. Chaque objet d'art, chaque meuble ancien semblait un monument à son échec. Le brillant impeccable du bois ciré par Béatrice ne lui inspirait plus l'ordre, mais la sensation de marcher sur un cercueil poli. Il ne chercha pas la gouvernante, il ne cherchait ni explication ni coupable, une force magnétique, un mélange de culpabilité et un besoin naissant de rédemption, le guidait vers l'aile des enfants, un territoire qui pour lui était aussi inconnu qu'un continent inexploré. Il se sentait comme un intrus dans sa propre maison, un roi exilé de son propre royaume, avançant à pas incertains vers le cœur blessé de sa famille. Il trouva les 3 enfants recroquevillés dans la chambre de Damien, non pas en pleurs, mais enveloppés d'un silence dense et attendant. Ils étaient assis par terre ensemble, formant une petite île de solidarité au milieu d'un océan de peur. Quand l'imposante silhouette de leur père apparut sur le seuil, ils se recroquevillèrent instinctivement. Dans leurs yeux, Auguste ne vit pas la culpabilité pour un vase brisé. Il vit quelque chose de bien pire, une peur profonde et enracinée de lui. Il craignait son jugement, sa froideur, sa distance inévitable. À cet instant, la vérité de Marine cessa d'être une accusation pour devenir une blessure ouverte et saignante dans sa poitrine. C'étaient ses enfants, son sang, et ils avaient peur de lui. Le silence qu'il avait cultivé comme une forme de discipline avait fleuri en terreur. Et lui, le grand pourvoyeur,
était la source de la plus grande insécurité de leur vie. L'image de ces 3 petits corps tremblants devant sa présence fut un coup plus dévastateur que toute perte financière qu'il avait affrontée. L'homme qui dirigeait des conseils d'administration avec une éloquence implacable se retrouva soudain sans voix. L'air dans la pièce était lourd, chargé d'années de silence et de distance. Il s'agenouilla, un geste si étranger à lui que ses genoux semblèrent protester. Le mouvement le mit à leur hauteur, mais l'abîme émotionnel entre eux restait immense. Sa voix, quand il réussit enfin à parler, sonna rauque et étrange. La voix d'un homme qui n'était pas habitué à naviguer les eaux de la tendresse. « Le vase » commença-t-il. Mais le mot sonna creux, ridicule. Il s'éclaircit la gorge et reformula sa question, non comme un procureur, mais comme un père perdu qui cherche une carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas une question sur un objet, mais sur un monde de jeux et de rires dont il ne savait absolument rien. Pour la première fois, il ne dictait pas la réalité, il demandait la permission d'entrer dans la leur. Louis, l'aîné, celui qui se battait toujours pour une miette de son approbation, s'avança. Son petit corps se redressa, assumant le rôle de protecteur de leur fragile bonheur. « Ce n'était pas la faute de Marine », dit sa voix enfantine tremblante, mais pleine d'une conviction inébranlable. « C'était notre faute. Nous jouions. » La confession n'était pas une supplication de pardon, mais une déclaration de principe. Louis continua, ces mots peignant une image qu'Auguste pouvait à peine comprendre. « Nous jouions à être les oiseaux du jardin. Marine nous a appris à voler sans ailes, juste avec l'imagination. » La description était si pure, si pleine d'une innocence qu'Auguste avait oublié qu'elle existait, qu'il ressentit une piqûre de douleur. Il écoutait le langage secret de l'enfance de ses enfants, une langue qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, et qui maintenant sonnait étrange et douloureusement belle. Les mots de Louis se convertirent alors en un tranchant qui coupait le réseau de mensonges que Béatrice avait tissé autour de lui. « Béatrice nous crie toujours de ne pas jouer », continua l'enfant. Sa voix maintenant chargée de l'injustice accumulée pendant des années. Elle dit que jouer est un désordre, que les enfants comme nous ne doivent pas se salir ni faire de bruit. Chaque phrase était une révélation qui reconfigurait le passé d'Auguste. Soudain, il vit l'efficacité de Béatrice pour ce qu'elle était réellement, une tyrannie. L'ordre qu'il avait tant valorisé n'était plus que la suppression systématique de la joie. Tous les rapports de Béatrice, toutes ses mises en garde sur le manque de discipline de Marine, s'effondrèrent. Elle ne protégeait pas ses enfants, elle les emprisonnait, polissant leur cage dorée pendant que leurs âmes se flétrissaient à l'intérieur. La loyauté de Béatrice n'était pas envers sa famille, mais envers l'absence de vie. Et alors Damien, le plus silencieux, le baromètre émotionnel de la famille, ajouta la dernière pièce du puzzle. Sa voix fut à peine un murmure, mais elle résonna dans la pièce avec la force d'un tonnerre. Marine nous dit que c'est bien de rire. Cette simple phrase, si dévastatrice et simple, détruisit tout. Il ne s'agissait pas de règles, de vases ou de discipline. Il s'agissait de la permission d'être heureux. Auguste comprit à cet instant que, dans la maison qu'il avait construite, le rire était devenu un acte de subversion, une émotion interdite qui nécessitait une autorisation. Marine n'avait pas apporté le chaos, elle avait apporté l'oxygène, elle avait ouvert une fenêtre dans un mausolée et avait rappelé à ses enfants comment respirer. Le poids de cette révélation fut si écrasant qu'Auguste sentit qu'il manquait d'air, étouffé par l'ampleur de sa propre cécité. La vérité, finalement libérée, tomba sur la pièce avec une clarté brutale. Le masque de professionnalisme de Béatrice vola en éclats dans l'esprit d'Auguste, révélant le visage d'une femme mue non par la loyauté, mais par un zèle pathologique pour le contrôle. Une femme qui préférait le silence d'un cimetière au rire d'un enfant. Mais la révélation la plus douloureuse fut celle de son propre reflet en elle. Lui aussi avait choisi la structure plutôt que l'affection, la provision plutôt que la présence. Il avait engagé Béatrice parce qu'elle était l'incarnation de ses propres valeurs erronées. Il avait délégué l'éducation de ses enfants à une femme qui détestait l'enfance et avait été sur le point de punir la seule personne qui leur avait montré un amour inconditionnel. L'injustice de la situation était si profonde, si honteuse, qu'il ressentit une nausée physique. Auguste regarda les visages de ses 3 enfants, mais cette fois il les vit vraiment, non pas comme des extensions de son héritage, non pas comme des projets à modeler, mais comme 3 petits êtres humains qui n'avaient eu besoin que de leur père. Le vase en porcelaine, le symbole de sa colère initiale, n'était plus qu'un tas de poussière insignifiant. Ce qui était vraiment brisé dans cette maison était le cœur de sa famille, et il avait été l'architecte de cette fracture. La confusion qui l'avait paralysé se dissipa, remplacée par une certitude douloureuse et lucide. Il ne savait pas comment tout arranger. Il ne savait pas s'il pourrait réparer des années d'abandon d'un seul geste. Mais il savait, avec une conviction qu'il n'avait jamais ressentie dans aucune salle de conseil, que sa vie de père commençait à cet instant précis,
sur le sol de cette pièce, entouré par les ruines de son propre silence. L'aube qui suivit la tempête n'apporta pas le soleil radiant d'une victoire, mais la lumière douce et grise d'une trêve. Auguste Dubois n'agit pas avec la fureur d'un roi trahi, mais avec la précision silencieuse d'un chirurgien qui extirpe un mal qu'il a lui-même laissé grandir. La conversation avec Béatrice ne fut pas une confrontation, mais un épitaphe. Il n'y eut ni cri ni accusation, seulement un calme glacial et définitif. Avec peu de mots, il lui communiqua que ses services n'étaient plus requis dans la gestion directe de la famille, lui offrant une réaffectation dans l'une de ses entreprises, un exil doré loin du cœur de la maison. Béatrice accepta avec la même rigidité avec laquelle elle avait vécu, sans montrer d'émotion, mais au fond de ses yeux d'acier, on entrevoyait le déconcertement de celui qui voit son monde, construit sur des règles immuables, s'effondrer par la force imprévisible d'une émotion aussi simple que le rire d'un enfant. Son départ ne fut pas une punition, ce fut une conséquence. L'ordre stérile avait été vaincu par la vitalité chaotique de l'amour. Plus tard, Auguste chercha Marine. Il ne la trouva ni dans la cuisine, ni dans les couloirs, mais dans la petite chambre qu'on lui avait assignée, emballant ses quelques affaires avec une dignité silencieuse. Il ne l'appela pas à son bureau. Ce fut lui qui franchit le seuil de son humble espace, un geste qui en soi était une révolution. Il ne s'excusa pas avec des mots, car il savait qu'il sonnerait vide. Au lieu de cela, il lui offrit un nouveau départ. Il lui parla d'un poste, non pas comme employée, mais comme gardienne formelle de ses enfants. Il lui offrit un contrat qui non seulement triplait son salaire, mais incluait une assurance maladie complète pour sa mère et une petite maison sur les terres du domaine afin qu'elle puisse venir vivre avec elle. Ce n'était pas de la charité, c'était de la justice. C'était la reconnaissance que la valeur de Marine ne pouvait pas se mesurer en heures travaillées, mais en cœur réparé. Marine le regarda, et dans ses yeux il n'y avait pas de triomphe, seulement un immense et épuisé soulagement. Les larmes qui finalement coulèrent n'étaient pas de tristesse, mais la pluie douce qui arrose la terre après une longue sécheresse. Le vrai travail, cependant, ne faisait que commencer. La transformation d'Auguste ne fut pas un miracle instantané, mais un apprentissage maladroit et semé d'embûches. Les premiers matins dans le jardin furent une étude de contraste. Le magnat dans son coûteux costume d'affaires, agenouillé maladroitement sur l'herbe humide, essayant d'imiter la patience de Marine, tout en tenant une poignée de graines. Les enfants l'observaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Au début, les oiseaux ne s'approchaient pas de lui comme s'ils pouvaient sentir son impatience, son esprit encore rempli de l'écho des salles de conseil. Mais Auguste persista. Jour après jour, il apprit à rester immobile, à respirer, à écouter non seulement le chant des oiseaux, mais le murmure des conversations de ses enfants. Il apprit que la confiance, comme un oiseau sauvage, ne peut être exigée. Elle ne peut être gagnée qu'avec une présence silencieuse et constante. Et un matin, un petit moineau se posa sur sa main, et Auguste sentit, non pas dans son esprit, mais dans son cœur, le vrai poids de son empire. Le manoir, autrefois un mausolée de silence, commença à s'éveiller. L'écho solitaire des pas fut remplacé par le son de course dans les couloirs, par le fracas d'un jeu de société qui tombait, par l'arôme de tarte aux pommes que Marine et les enfants cuisaient dans la cuisine. Les dîners dans la longue salle à manger en acajou cessèrent d'être un rituel funèbre. Auguste institua une nouvelle règle. On ne parlait pas d'affaires, seulement des aventures du jour, aussi petites fussent-elles. Il entendit parler de la chenille que Damien avait trouvée, du but que Louis avait marqué à l'école et du dessin que Mathieu avait fait de sa famille. Un dessin où pour la première fois la figure du père n'était pas dans un bureau lointain, mais au centre, tenant 3 petites mains. La maison se remplit de vie, de désordre, d'imperfection. Elle se remplit d'un foyer, l'argent était toujours là. Mais il n'était plus le roi. Il était devenu un simple serviteur du bonheur. Les années passèrent, tissant une nouvelle normalité, une paix si profonde et constante que les jours de silence et de solitude semblaient le souvenir d'une vie étrangère. Dans le même jardin, maintenant baigné par la lumière dorée d'un coucher de soleil, un Auguste aux cheveux gris et au regard serein observait ses 3 enfants, non plus des enfants, mais des jeunes au seuil de l'âge adulte. Ils étaient assis sur la pelouse, non pas avec des graines dans les mains, mais avec des livres et des rêves. Louis, avec la même détermination qu'avant, l'utilisait maintenant pour aider ses frères avec leurs projets. Mathieu, dont l'irritabilité s'était transformée en une passion artistique, leur montrait les croquis de sa dernière création. Et Damien, l'observateur silencieux, partageait maintenant ses idées sur l'univers avec une confiance tranquille. Ils parlaient à leur père, non pas avec la peur d'avant, mais avec l'affection et la camaraderie de ceux qui ont construit un pont solide sur un abîme qui les avait presque engloutis. La connexion entre eux était une force palpable, une mélodie composée de rires partagés,
de discussions résolues et d'une profonde compréhension mutuelle. Ils n'avaient plus besoin de l'approbation de leur père à chaque réussite. Ils sentaient son soutien à chaque pas. Auguste n'était plus le pourvoyeur absent, mais l'ancre, le port sûr où ils pouvaient toujours revenir. Il avait appris le langage de leurs âmes. Une langue qui ne se parlait pas avec des ordres, mais avec des questions, avec une écoute attentive et avec la simple et puissante phrase « Je suis là ». Il découvrit qu'être père ne consistait pas à leur construire un avenir, mais à être présent dans leur aujourd'hui. L'empire qu'il leur laisserait n'était plus fait d'actions et de propriétés, mais de souvenirs, d'après-midi dans le jardin, d'histoires racontées avant de dormir, de la certitude inébranlable qu'ils étaient aimés. Depuis le perron de la maison, Marine les observait. Elle n'était plus une employée, ni même une gardienne. Elle était une partie fondamentale de ce paysage émotionnel, une architecte silencieuse de cette paix. Sa mère, déjà rétablie, se reposait à ses côtés, tricotant en souriant. Marine n'avait pas cherché richesse ni pouvoir. Elle n'avait offert que de la bonté. Et avec cette simple monnaie, elle avait acheté un trésor inestimable, une famille. Son héritage n'était pas écrit dans des contrats ni dans des testaments, mais dans le rire de 3 jeunes et dans le regard racheté d'un père qui apprit grâce à elle la leçon la plus importante de toutes. Que le véritable héritage n'est pas ce que l'on laisse pour ses enfants, mais ce que l'on laisse en eux. Et au cœur de la famille Dubois, Marine avait semé un jardin qui fleurirait pendant des générations, un rappel éternel qu'à parfois pour sauver un royaume, il suffit d'apprendre à nourrir les oiseaux. Un entrepreneur millionnaire se cache dans le couloir de son propre manoir à 3 heures du matin. Il doit découvrir pourquoi ses fils jumeaux pleurent de terreur toutes les nuits, à la même heure, juste après que son épouse entre dans leur chambre. Quand il épie finalement par la porte, il voit une scène qui déchire son monde. L'épouse se plaignant de sa vie tandis que les bébés terrorisés ne tendent pas leurs bras vers elle, mais vers la nourrice, implorant le salut. Des mois plus tard, abandonné et seul avec 2 enfants, il découvrira une vérité dévastatrice sur lui-même qui changera tout pour toujours. Dites-nous d'où vous regardez, je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez votre popcorn, l'histoire commence maintenant. Des mois avant que la vérité n'éclate avec la force d'une explosion silencieuse, le manoir Leclerc était un monument à la perfection glaciale. Chaque objet, des vases en cristal de baccarat aux tapisseries d'Aubusson, occupait sa place avec une précision mathématique, créant un décor impeccable, mais dépourvu de vie. Le soleil filtrait à travers d'immenses baies vitrées, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans un air épais et silencieux. Il n'y avait pas de jouets éparpillés sur le sol, ni de rires qui résonnaient dans les couloirs de marbre. C'était une cage dorée, un espace conçu pour être admiré de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, abritait un vide aussi vaste que ses salons. L'opulence criait de chaque recoin, mais la chaleur d'un foyer n'était qu'un murmure oublié. Dans cette forteresse de la richesse, la solitude était la seule résidente permanente. Une présence invisible qui s'asseyait à table et dormait dans les lits vides, rappelant à tous qu'avoir tout signifiait souvent n'avoir rien. Chaque aube au manoir Leclerc suivait un scénario non écrit, une chorégraphie de déconnexion. Édouard était le premier à descendre, déjà vêtu d'un costume impeccable, ses yeux fixés sur l'écran de son téléphone, où les chiffres de la bourse étaient plus importants que n'importe quel bonjour. Il prenait son café noir debout dans la cuisine, en acier inoxydable, un général préparant sa stratégie pour la journée. Hélène apparaissait peu après, enveloppée dans une robe de soie, son esprit déjà occupé par la logistique de ses engagements sociaux. Le déjeuner caritatif, l'essayage de tenue, la réunion du comité du musée. Son interaction avec le monde de ses enfants était superficielle, une question lancée à Camille sur leur nuit, tandis que sa véritable attention était sur l'agenda que son assistante lui envoyait. C'étaient 2 planètes dans la même galaxie, tournant sur des orbites séparées, unies seulement par un nom de famille et la maison qu'elles partageaient, mais émotionnellement à des années-lumière l'une de l'autre. Au milieu de ce vide programmé, émergeait la figure de Camille Moreau. Elle était le véritable soleil dans l'univers des jumeaux. Tandis qu'Édouard conquérait des salles de conseil et qu'Hélène collectionnait les admirateurs, Camille était à genoux sur le sol de la chambre d'enfant, construisant des tours de blocs qui étaient inévitablement démolis au milieu des rires. C'était sa voix que les enfants entendaient en premier le matin, un chant doux qui les sortait du sommeil sans heure. C'étaient ses bras qui les soulevaient des berceaux, offrant un câlin chaud et sûr qui sentait le savon à la lavande et le foyer. Elle n'était pas seulement une employée qui respectait un horaire. Elle était l'architecte de leur enfance, la pourvoyeuse de chaque moment de joie, la traductrice de leurs pleurs et la gardienne de leur petit cœur. Dans une maison où l'affection était une ressource rare, Camille était une source inépuisable, une présence constante qui leur enseignait sans mots qu'ils étaient aimés et qu'ils comptaient. L'univers de Raphaël et Gabriel était un petit royaume construit à l'intérieur des murs du manoir,
et Camille en était leur reine incontestée. La salle de jeu, regorgeant des jouets les plus chers et éducatifs que l'argent pouvait acheter, ne prenait vie que lorsqu'elle entrait. Un simple ours en peluche devenait un aventurier intrépide entre ses mains. Une boîte en carton se transformait en une fusée spatiale prête à explorer la galaxie. Elle comprenait le langage secret des jumeaux. Elle savait que le cri aigu de Raphaël était un appel de peur qui ne se calmait qu'avec un câlin ferme et une berceuse, et que l'irritabilité de Gabriel était sa façon de demander une routine, la sécurité de savoir ce qui allait venir. Les enfants, avec la sagesse instinctive des innocents, s'accrochaient à elle comme à leur ancre. Leurs yeux la suivaient dans toute la pièce. Leurs petites mains cherchaient la sienne, car dans leur monde de luxe froid, Camille était la seule source de vraie chaleur. Les après-midi ramenaient souvent le retour fugace d'Hélène, une rafale de parfums chers et le bruit de talons sur le marbre. Sa présence était une interruption. Elle entrait dans la salle de jeu avec l'attitude d'une visiteuse dans un zoo, observant ses enfants à distance. Parfois, elle sortait son téléphone pour capturer une photo parfaitement composée. Elle souriait avec une maternité répétée à côté d'un enfant qui semblait plus un accessoire qu'un fils. Mais les enfants sentaient le manque d'authenticité. Raphaël se cachait souvent derrière les jambes de Camille, tandis que Gabriel l'ignorait, plus intéressé par le jeu que sa nounou avait inventé. Hélène ne savait pas comment rejoindre leur monde, et peut-être ne souhaitait-elle pas apprendre. Son rôle de mère était une représentation pour un public extérieur, une image soigneusement façonnée pour les réseaux sociaux et les magazines, mais en coulisses, la scène était douloureusement vide. L'arrivée d'Édouard au crépuscule n'était pas très différente. Il entrait dans la maison, apportant avec lui le poids du monde des affaires. Son esprit encore en réunion et en contrat. Son salut était une formalité. Un « tout va bien ici » adressé à Camille pendant qu'il desserrait le nœud de sa cravate. Il s'approchait des berceaux pour voir les enfants déjà prêts à dormir et son interaction était brève, presque maladroite. Il leur donnait une tape dans le dos, un baiser rapide sur le front, des gestes d'un homme qui accomplissait un devoir, mais dont le cœur était ailleurs. Il croyait sincèrement qu'il faisait ce qu'il fallait, que fournir une forteresse de luxe et de sécurité financière était l'expression suprême de son amour paternel. Il ne se rendait pas compte que ses enfants n'avaient pas besoin de son empire, ils avaient besoin de son temps, de son attention, de sa présence inconditionnelle. Il bâtissait un héritage pour des étrangers tandis que les fondations de sa propre famille se fissuraient en silence. Mais c'était l'heure du coucher, le moment où la fracture de la famille se transformait en une plaie ouverte. C'était alors que les peurs enfantines, les ombres sur le mur et les bruits inconnus du grand manoir prenaient vie. Hélène était souvent absente lors de dîners mondains ou déclarait être trop émotionnellement épuisée pour affronter le rituel nocturne. Édouard, quant à lui, se sentait complètement perdu, incapable de déchiffrer les pleurs ou d'offrir le réconfort approprié. Et ainsi la tâche incombait, nuit après nuit, aux épaules de Camille. C'était elle qui les baignait, qui leur lisait la même histoire encore et encore avec une patience infinie, qui s'asseyait entre leurs berceaux chantant doucement jusqu'à ce que leurs respirations deviennent profondes et tranquilles. C'était elle qui absorbait leurs cauchemars et leur promettait que tout irait bien, devenant le bouclier humain contre l'obscurité que leurs parents, sans le savoir, laissaient entrer dans leur vie. Ainsi la vie au manoir Leclerc se déroulait dans une dissonance constante, une façade de bonheur familial projetée vers le monde extérieur, et une réalité interne d'abandon et de solitude. C'était un théâtre parfaitement éclairé, où chaque acteur jouait son rôle à la perfection, mais personne ne se regardait vraiment dans les yeux. Édouard était le pourvoyeur absent, Hélène, la mère de porcelaine, et les enfants, les victimes silencieuses d'une richesse qui les isolait. Et au centre de tout, comme le cœur invisible qui pompait le peu de vie qui restait dans ce foyer, se trouvait Camille. Elle était la colle, le calme, l'amour de substitution. Elle était le témoin de chaque larme non vue et de chaque câlin non donné. Une figure fondamentale que, ironiquement, personne ne voyait vraiment. Le désastre ne commença pas la nuit où Édouard découvrit tout, ce fut simplement la nuit où les lumières du théâtre s'éteignirent enfin, révélant la vérité dévastatrice qui avait toujours été là, cachée dans les ombres. Le chaos s'empara du manoir avec la fureur d'un ouragan silencieux. Après le départ d'Hélène, l'ordre impeccable d'Édouard Leclerc se désintégra en un tourbillon de pleurs inconsolables, de biberons mal préparés et de nuits blanches qui se fondaient en aubes grises et épuisantes. L'homme qui dirigeait un empire d'un simple coup de fil était maintenant un prisonnier dans sa propre forteresse, incapable de déchiffrer le langage de ses propres enfants. Le cri aigu de Raphaël était une accusation, le gémissement frustré de Gabriel, une sentence. Chaque couche qu'il changeait maladroitement, chaque tentative infructueuse de les calmer, était un rappel brutal de son échec. Il se retrouva à regarder le téléphone, non pas pour conclure un accord, mais avec l'impulsion lâche d'appeler ses avocats
de chercher une solution d'entreprise à un problème de l'âme. Hélène était libre tandis qu'il se noyait dans une mer de responsabilités dont il ignorait l'existence, et la solitude de son échec était un poids insupportable. Camille observait depuis le seuil, témoin silencieuse de l'implosion d'un roi. Elle voyait Édouard non pas comme le magnat imposant qui signait ses chèques, mais comme un homme naufragé tenant les restes de sa famille dans des bras tremblants. La logique, la prudence, le conseil de tout ami sensé, tout lui criait de fuir. Son contrat était avec une famille qui n'existait plus. Ce n'était plus son travail. C'était la zone zéro d'un désastre émotionnel. Elle aurait pu faire ses valises, chercher un poste dans un foyer stable et laisser derrière elle la douleur qui imprégnait les murs de cette maison. Mais alors ses yeux rencontrèrent ceux des enfants. Elle vit la terreur pure dans le regard de Raphaël et le désespoir dans les petits poings serrés de Gabriel. À cet instant, elle sut que partir n'était pas une option. L'amour qu'elle ressentait pour eux était une ancre trop profonde, une responsabilité qui transcendait tout contrat. Ce n'était pas seulement son travail. Ils étaient devenus sa cause. Dans un moment de reddition totale, Édouard leva les yeux et ses yeux rencontrèrent ceux de Camille. Il n'y avait pas d'ordre dans son regard, ni l'arrogance du chef, seulement une supplication nue et brisée. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il, et ces 4 mots furent la démolition finale de son armure. Ce fut la confession la plus honnête qu'il ait jamais faite. Camille ne répondit pas par des mots. Dans un geste à la fois tendre et décidé, elle s'approcha et, sans demander la permission, prit Gabriel de ses bras. Le transfert fut un moment chargé d'un symbolisme accablant. Le bébé, tendu et en pleurs dans la prise maladroite de son père, se détendit presque instantanément contre la poitrine de Camille, ses pleurs s'adoucissant jusqu'à devenir un soupir. Ce ne fut pas seulement un acte d'aide, ce fut une déclaration d'intention. C'était un pacte scellé dans le silence. Une promesse qu'elle ne le laisserait pas seul au milieu de la tempête. Elle restait, et en restant, elle le sauvait. À partir de ce moment, Camille cessa d'être une employée et devint l'architecte de leur nouvelle réalité. Sa présence transforma le chaos en une routine gérable, une chorégraphie de survie qui, peu à peu, devint vie. Elle ne se contentait pas d'accomplir des tâches, elle enseignait. Elle montra à Édouard comment le lait de Raphaël devait être un degré plus tiède que celui de Gabriel, comment un simple balancement rythmique pouvait calmer un cauchemar, et comment le ton de sa voix pouvait être un refuge plus sûr que n'importe quelle forteresse. Avec une patience infinie, elle traduisait le monde des jumeaux pour un père qui commençait à peine à apprendre leur langue. Chaque leçon était un acte de générosité, un transfert d'un savoir qui ne s'apprend pas dans les livres de commerce, mais dans le cœur. Lentement, le manoir cessa d'être un champ de bataille et commença à ressembler à un atelier, un endroit où un père et 2 enfants étaient soigneusement reconstruits par les mains d'une femme courageuse. Sa décision, cependant, comportait un sacrifice invisible pour le reste du monde. La vie de Camille, ses rêves personnels, ses amitiés, tout fut mis en pause, relégué au second plan par l'urgence de la crise. Les appels de ses amis restaient sans réponse. Les plans pour le week-end étaient annulés avec une excuse hâtive. Elle devint une figure qui existait presque exclusivement à l'intérieur des murs du manoir, absorbant non seulement les tâches pratiques, mais aussi le poids émotionnel d'un homme en deuil et de 2 bébés qui manquaient une présence qu'ils avaient à peine connue. Chaque nuit, après que la maison fut enfin plongée dans le silence, elle sentait le poids de sa propre solitude, un écho du vide qu'elle remplissait pour les autres. Sa bravoure ne résidait pas dans un grand geste héroïque, mais dans le choix quotidien et silencieux de placer les besoins de cette famille brisée au-dessus des siens. Un acte d'amour pur et épuisant. Sous ses soins, les liens entre elle et les enfants s'épanouirent, acquérant une profondeur qui défiait toute étiquette. Elle n'était plus la nourrice, elle était le soleil, autour duquel tournait leur petit monde. Raphaël, le plus sensible, ne parvenait à s'endormir que si sa petite main pouvait s'accrocher aux doigts de Camille à travers les barreaux du berceau. Gabriel, dans sa tentative de nommer son monde, prononça son premier mot, un balbutiement clair et résonnant qui sonnait sans équivoque comme Mila. Édouard était témoin de ces moments avec un mélange complexe de gratitude et une pointe de douleur. Il assistait à la preuve vivante que la famille n'était pas une question de sang, mais de présence. Il voyait comment ses enfants, avec une sagesse instinctive, avaient choisi leur mère et ce n'était pas la femme qui leur avait donné la vie, mais celle qui était restée pour la vivre avec eux. Cette nouvelle dynamique, si naturelle à l'intérieur de la maison, commença à générer des ondes de tension à l'extérieur. L'une des plus anciennes employées de nettoyage, loyale à l'image d'Hélène, commenta avec un venin à peine dissimulé que la nourrice prenait trop de liberté. Un associé qui visita la maison pour une réunion urgente leva un sourcil en voyant la familiarité avec laquelle Camille se déplaçait, une autorité silencieuse qui ne correspondait pas à son poste. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses règles non écrites,
commençaient à s'infiltrer dans leur fragile écosystème. Camille se trouva dans un limbo social, jouant le rôle d'une mère et d'une compagne, sans avoir le titre de l'une ou de l'autre. Son acte de bonté l'avait placée dans une position vulnérable, exposée au scrutin et à la malveillance de ceux qui ne pouvaient pas comprendre un amour qui ne rentrait pas dans leur case prédéfinie. Ce fut cette pression externe qui força Édouard à voir Camille d'une manière complètement nouvelle. Il cessa de la voir comme une solution à son problème et commença à voir la femme derrière le sacrifice. Il remarqua pour la première fois les cernes sous ses yeux souriants. Il entendit la nostalgie dans sa voix quand elle chantait aux enfants une berceuse de sa propre enfance. Et un jour, il la vit regarder une photo usée de sa mère avec une expression de désir silencieux. Poussé par une nouvelle forme de respect, il commença à poser des questions. Il lui demanda des nouvelles de sa famille, des rêves qu'elle avait mis en suspens, de la vie qui existait au-delà des murs de son manoir. La dynamique de pouvoir entre chef et employé s'éroda, cédant la place à une connexion humaine, à une association forgée dans la vulnérabilité partagée et le désir mutuel de protéger les deux petits êtres qui étaient devenus le centre de leur univers. Ainsi, un nouvel ordre émergea des cendres de l'ancien. Le chaos ne disparut pas complètement, mais il avait maintenant un rythme, une cadence marquée par les rires enfantins et la collaboration silencieuse de deux adultes qui apprenaient à se faire confiance. Le manoir, autrefois un mausolée de la perfection, se remplit de vie. Des jouets sur le sol du salon, des taches de purée de pommes sur les chaises de designer et le son constant d'une famille improvisée qui trouvait son chemin. L'acte de courage de Camille n'avait pas seulement sauvé les enfants de l'abandon et Édouard de son propre désespoir, il avait planté la graine de quelque chose d'inattendu et de véritable. Un après-midi, tandis qu'ils étaient tous les trois assis par terre à construire une tour de blocs, un rayon de soleil illumina la scène. En ce moment de paix parfaite, Édouard réalisa qu'il ne survivait plus simplement, il construisait un foyer. La paix au manoir Leclerc était une créature fragile, nouvellement née. Elle avait jailli des ruines d'une famille brisée, nourrie par la patience infinie de Camille et le réveil tardif d'Édouard. Les couloirs, auparavant silencieux et solennels, résonnaient maintenant de l'écho des rires enfantins et du bruit de blocs de bois s'écroulant sur des tapis perçants. Pour la première fois, Édouard sentait le pouls d'un foyer sous ses pieds. Il apprenait à différencier le cri de faim du cri de sommeil, à construire des tours qui défiaient la gravité juste pour les voir tomber, à trouver une joie pure dans le simple fait d'être présent. Aux côtés de Camille, ils formaient une équipe improbable, deux âmes de mondes différents unies par un but commun, protéger les deux petits êtres qui étaient devenus le centre de leur univers. Ils avaient créé un sanctuaire, un petit monde, à l'abri des tempêtes, mais ils ne savaient pas que la plus grande tempête ne faisait que se former à l'horizon, prête à tout ravager ce qu'ils avaient construit. Le premier coup ne fut pas un fracas, mais le froissement d'une enveloppe de papier cher en étant ouverte. Elle arriva par un matin ensoleillé, livrée par un messager avec un sérieux qui ne présageait rien de bon. C'était une lettre des avocats d'Hélène. Édouard la lut debout dans son bureau et à chaque ligne, la couleur disparaissait de son visage. Ce n'était pas une demande de divorce conventionnelle. Hélène ne se battait pas pour la garde. En fait, elle la cédait avec une facilité insultante. Au lieu de cela, le document était une attaque voilée, un chef-d'œuvre de la manipulation légale. Il parlait de sa profonde préoccupation pour l'environnement peu conventionnel dans lequel ses enfants étaient élevés. Il mentionnait l'influence excessive et peu professionnelle d'une employée de maison sur les décisions parentales. Il ne nommait pas Camille directement, mais son ombre planait sur chaque mot, la dépeignant comme une usurpatrice, une menace. C'était un poison injecté directement dans les fondations de leur nouvelle vie, conçu non pas pour récupérer les enfants, mais pour détruire la paix qu'ils avaient trouvée sans elle. La réaction d'Édouard fut viscérale, une vague de fureur froide qui lui était très familière. C'était la même mentalité qu'il utilisait lors d'une acquisition hostile. Il vit la lettre non pas comme une tragédie familiale, mais comme une stratégie d'attaque d'un adversaire. Son orgueil, cette armure qu'il avait protégée et isolée toute sa vie, se durcit instantanément. « Ce n'est que du bruit, Camille », lui dit-il, avec une confiance forcée, froissant le papier dans son poing. « Hélène essaye de me déstabiliser. C'est une tactique. Je m'en occupe. » Dans son esprit, le problème était légal, une question de pouvoir et d'avocat. Il était si concentré sur la bataille contre son ex-femme qu'il ne vit pas le véritable champ de bataille. Il ne comprit pas que les armes d'Hélène n'étaient pas légales, mais sociales, et que la victime désignée n'était pas lui, mais la femme qui était à ses côtés, la seule personne qui avait maintenu son monde à flot. Sa cécité n'était pas de la malveillance, mais un orgueil qui l'empêchait de voir la vulnérabilité de sa situation. Le siège commença silencieusement, comme une brume toxique qui filtrait sous les portes. Les appels téléphoniques d'amis en commun commencèrent à arriver, leur voix dégoulinant d'une fausse préoccupation qui cachait à peine une curiosité morbide.
C'est vrai ce qu'on dit, Édouard, que la nounou dirige pratiquement la maison. Dans la cuisine, les murmures du personnel s'arrêtaient brusquement quand Camille entrait dans la pièce. Puis apparut l'article dans un blog à potins de la haute société, une pièce anonyme qui parlait d'un magnat inconsolable sous le charme d'une jeune et ambitieuse nourrice. Chaque mot était une pierre lancée contre les fenêtres de leur sanctuaire. Le manoir, qui était devenu un refuge, se sentait maintenant comme une vitrine exposée au jugement du monde. La pression externe, orchestrée par la main invisible d'Hélène, était conçue pour l'isoler, le faire douter, transformer sa gratitude envers Camille en une source de honte et de suspicion. Et la stratégie d'Hélène commença à fonctionner. L'orgueil d'Édouard, sa plus grande force en affaires, devint sa plus grande faiblesse à la maison. Il commença à se préoccuper non pas du bonheur de ses enfants, mais de la perception de sa force. On le voyait comme un homme qui avait perdu le contrôle, un fou manipulé par son employé après avoir été abandonné par son épouse. Le doute, une fois planté, s'enracina profondément dans son esprit. Il commença à observer Camille, non pas avec la gratitude d'un associé, mais avec l'hypervigilance d'un homme sous examen. Il remarqua la facilité avec laquelle elle calmait Gabriel, la façon dont Raphaël la cherchait en premier au réveil, et pour la première fois, il ressentit une piqûre non pas de gratitude, mais de ressentiment. C'était une émotion irrationnelle et honteuse, mais puissante. La peur du jugement du monde extérieur l'empoisonnait, l'aveuglant à la vérité qui était juste devant lui. Le point de rupture arriva lors d'un dîner d'affaires qu'il fut obligé d'organiser chez lui. L'un de ses associés, un homme au sourire condescendant, observa Camille emmener les enfants au lit. « Vous avez de la chance », dit l'homme en tapant sur l'épaule d'Édouard. « On dirait qu'elle a tout sous contrôle, presque comme si c'était la vraie mère. » Le commentaire, bien que peu, être non malveillant, frappa Édouard avec la force d'une insulte publique. À cet instant, il vit sa vie à travers les yeux cyniques de son cercle social, un millionnaire pathétique dont la famille était dirigée par la nounou. L'humiliation brûla dans sa poitrine, chaude et amère. La gratitude qu'il ressentait pour Camille fut éclipsée par la honte de sa dépendance, et à ce moment de faiblesse, il prit une décision terrible, une décision née de l'orgueil blessé et non de l'amour paternel. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison changea. La chaleur qui avait grandi entre eux se figea, remplacée par une formalité tendue et anormale. Édouard s'adressa à Camille en utilisant un ton distant, celui d'un chef parlant à une subalterne. Il évitait le contact visuel. Finalement, avec une maladresse qui trahissait son conflit interne, il lui suggéra de prendre des vacances. « Vous le méritez », dit-il, ses mots sonnant creux. « Vous avez travaillé très dur. Quelques semaines de repos vous feront du bien. » Ce n'était pas une offre généreuse, c'était un exil. Il essayait de réaffirmer son autorité, de prouver au monde et à lui-même qu'il était aux commandes. Dans sa tentative désespérée de contrôler le récit qu'Hélène tissait, il démantelait la seule structure de soutien réel que leurs enfants avaient, sans se rendre compte qu'il utilisait les mêmes tactiques d'abandon émotionnel qu'il avait tant méprisées chez son épouse. Pour Camille, ces mots furent comme une gifle, l'homme qu'elle avait aidé à reconstruire depuis ses fondations, le père à qui elle avait appris à aimer ses propres enfants. Maintenant, il l'éloignait. Elle vit la peur et l'orgueil se battre dans ses yeux et comprit avec une clarté douloureuse qu'elle était devenue un dommage collatéral dans sa guerre contre Hélène. La douleur de la trahison était aiguë, mais plus profonde encore était la peur pour les enfants. Qui les consolerait la nuit? Qui comprendrait leur peur silencieuse? Elle était restée pour eux. Elle avait sacrifié sa propre vie pour eux, et maintenant sa loyauté était utilisée comme une arme contre elle. Le danger n'était plus un article de potin ou un murmure dans un couloir. Il était réel et imminent. Elle était sur le point d'être expulsée du seul endroit qui se sentait comme un foyer, et avec elle, le cœur de 2 enfants innocents serait emporté. Les jumeaux, avec leur radar émotionnel infaillible, sentirent la fracture immédiatement. La nouvelle distance entre Édouard et Camille se traduisit par une tension palpable qui remplit la maison. Raphaël, toujours le baromètre de l'anxiété familiale, recommença à faire des cauchemars, se réveillant avec des cris étouffés que seule Camille savait calmer. Gabriel, de son côté, devint irritable et défiant, ses petites frustrations explosant en pleurs de colère qu'Édouard était incapable de gérer. Les enfants devinrent un miroir vivant de l'erreur de leur père. Leur angoisse était une accusation silencieuse, un témoignage déchirant que la stabilité qu'ils tentaient de projeter au monde était un mensonge. En essayant de sauver les apparences, il détruisait l'essence de sa famille. Les pleurs qui avaient cessé pendant des mois revinrent remplir le manoir. Un écho fantomatique des jours sombres qu'ils croyaient avoir laissés derrière eux. Le siège se refermait. Édouard se trouvait pris entre la pression externe et la preuve dévastatrice de son échec à la maison. Voir le recul de ses enfants lui brisait l'âme, mais la peur de l'humiliation publique le paralysait. Ce fut alors qu'arriva la 2e lettre. Cette fois,
c'était une notification officielle. Hélène, enhardie par le succès de sa campagne de dénigrement, sollicitait une audience d'urgence pour réévaluer la garde, citant un environnement domestique instable et l'influence préjudiciable d'une gardienne qui a outrepassé ses fonctions. La menace n'était plus voilée, c'était une déclaration de guerre. Le danger était devenu imminent et le choix insupportable. Pour sauver sa réputation et éviter une bataille légale qui traînerait ses enfants dans la boue, le chemin le plus facile était de renvoyer Camille, de sacrifier la seule mère que ses enfants avaient connue pour apaiser le fantôme de celle qui les avait abandonnés. L'injustice de la situation était absolue. Camille, l'héroïne silencieuse de cette histoire, risquait d'être punie pour sa plus grande vertu, son amour. Édouard, l'homme qui avait finalement appris à être père, se voyait contraint de commettre l'acte le plus cruel de tous. Le manoir n'était plus un foyer, c'était une forteresse assiégée. Et l'ennemi n'était pas seulement aux portes, mais il avait aussi empoisonné le cœur de son défenseur. L'orgueil d'Édouard l'avait mené au bord d'un précipice, et maintenant il devait décider s'il sauterait, entraînant tout le monde avec lui, ou s'il trouverait l'humilité d'admettre qu'il avait tort, même si cela signifiait affronter le monde entier. L'avenir de sa famille improvisée pendait à un fil, et le temps pour la sauver s'épuisait rapidement. La prochaine décision ne définirait pas seulement son avenir, mais révélerait qui il était vraiment. Le manoir était devenu l'épicentre d'un tremblement de terre émotionnel, et Édouard Leclerc était à son point de rupture. Le chaos n'était plus une visite occasionnelle, c'était l'air qu'il respirait, épais de l'odeur de lait tègre, et du son incessant d'un double pleur qui lui transperçait le cerveau comme une perceuse. Il était assis sur le sol de la chambre d'enfant, entouré d'une mer de jouets chers qui ne servaient à rien, avec Raphaël sanglotant dans un bras et Gabriel criant dans l'autre. Il se sentait comme un capitaine coulant avec un navire qu'il avait lui-même construit, mais qu'il n'avait jamais appris à naviguer. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui déplaçait les marchés d'un mot n'avait pas de réponse, pas de plan. Il regarda les visages congestionnés de ses enfants et ne vit que le reflet de son propre échec monumental. L'impulsion d'appeler ses avocats, de trouver une solution stérile et légale, de se rendre, était une sirène qui chantait dans son esprit, promettant le soulagement du silence. Camille observait la scène depuis le seuil. Son cœur, serré dans un nœud de pitié et d'effroi, voyait un roi détrôné se noyer dans un royaume qu'il ne pouvait plus gouverner. La logique lui criait de faire demi-tour et de partir. Son contrat avait pris fin au moment où Hélène franchit la porte. Ce n'était plus son travail, c'était être témoin de l'effondrement d'un homme. Ses amis lui diraient qu'elle était folle de rester, qu'elle méritait une vie propre, un foyer sans fantôme et sans le poids de la tristesse d'autrui. Elle aurait pu faire sa valise, appeler une agence et en une semaine être dans une nouvelle maison avec une famille fonctionnelle qui n'était pas brisée en 1000 morceaux. C'était le chemin sûr, le chemin sensé. L'autopréservation était un instinct puissant et chaque fibre de son être lui disait de courir, de se sauver avant que la vague de désespoir de cette maison ne l'emporte. Aussi, sa main faillit se diriger vers le téléphone dans sa poche, un portail vers la liberté. Mais alors, à travers le brouillard de son propre conflit, ses yeux rencontrèrent ceux de Raphaël. Le petit, le visage couvert de larmes et de morve, cessa de pleurer un instant. Il tendit une main tremblante à travers l'espace qui les séparait, ses petits doigts s'ouvrant et se refermant dans l'air, la cherchant. Ce n'était pas un geste fortuit, c'était une ancre jetée au milieu d'une tempête, une supplication silencieuse qui transcendait tout langage. Dans ce regard désespéré, Camille vit l'écho de sa propre enfance, l'ombre de la solitude qu'elle avait juré de ne jamais laisser un autre enfant ressentir. Le souvenir de sa propre mère, luttant seule contre le monde, se superposa à l'image d'Édouard, et à cet instant, l'instinct d'autopréservation fut anéanti par un instinct beaucoup plus profond, celui de protéger. La décision cessa d'être un choix, elle devint un devoir, une mission que son cœur accepta sans condition. Elle ne pouvait pas partir, elle ne les abandonnerait pas. Sans dire un mot, elle franchit le seuil. Son mouvement fut si serein et décidé qu'il coupa l'air chaotique de la pièce. Elle passa devant Édouard, qui la regarda avec des yeux vides. Un homme qui avait oublié comment demander de l'aide. Elle ne s'arrêta pas pour le consoler. Elle alla directement à la source de la douleur. Avec une délicatesse infinie, elle prit Gabriel des bras de son père. Le bébé, raide de colère et de frustration, fondit contre son épaule comme de la cire chaude, ses pleurs se transformant en un gémissement épuisé. Puis elle s'agenouilla et prit la petite main que Raphaël lui offrait, son pouce caressant doucement les phalanges de l'enfant. Il n'y eut pas de discours ni de négociation de termes. Ce fut un acte de pure assomption. Dans le silence de cette pièce détruite, Camille Moreau signa un nouveau contrat, un contrat non écrit sur papier, mais scellé par le poids de sa propre âme. Elle déclarait par ses actions que cette guerre, il ne la mènerait pas seule. Elle restait. À partir de ce moment,
Sa présence devint la force organisatrice de leur vie. Elle ne se limita pas à prendre soin des enfants, elle se dédia à reconstruire un père. Elle lui enseigna avec une patience presque sacrée que la routine était le langage de la sécurité pour Gabriel, qu'un bain tiède avant de dormir pouvait calmer les tempêtes internes de Raphaël. Elle traduisit leurs pleurs, transformant le bruit incompréhensible en besoin clair. Faim, sommeil, peur, réconfort. Elle transforma la cuisine de chef en un laboratoire de purée, le salon de marbre en un circuit de rampement sûr. Chaque action était une leçon, chaque jour une classe magistrale sur la parentalité. Camille ne faisait pas simplement que combler un vide laissé par Hélène, elle construisait quelque chose de complètement nouveau, brique par brique, enseignant à Édouard que l'amour n'était pas un sentiment abstrait, mais une série d'actions petites, constantes et délibérées. Elle sauvait les enfants, mais elle sauvait aussi l'homme qui avait failli se perdre. Son sacrifice, cependant, avait un coût invisible qu'elle payait chaque nuit dans la solitude de sa chambre. Sa propre vie, ses rêves et ses relations restèrent figés dans le temps, rangés dans un tiroir tandis qu'elle se consacrait entièrement à cette famille improvisée. Les messages de ses amis s'accumulaient sans réponse. Les invitations à sortir se transformaient en refus polis. Son monde se rétrécit aux limites de la propriété des Leclerc. Elle devint la dépositaire de toutes les anxiétés, celle des enfants qui manquaient une figure maternelle et celle d'un homme qui faisait face à l'abandon et à l'humiliation. Parfois, dans le calme du petit matin, après que le dernier pleur se fut calmé, elle sentait le poids écrasant de sa propre solitude. C'était une héroïne dans une guerre que personne d'autre ne voyait, menant des batailles quotidiennes en silence, poussée uniquement par un amour aussi féroce qu'épuisant. Sa bravoure ne résidait pas dans un acte unique, mais dans le choix répété chaque matin de recommencer. Édouard, émergeant lentement de son propre brouillard de désespoir, commença à la voir vraiment. Il cessa de la voir comme une solution fonctionnelle à son problème logistique et commença à voir la femme qui se sacrifiait pour lui. Une nuit, il la trouva endormie dans le fauteuil de la chambre d'enfant, la tête appuyée contre le bord du berceau de Raphaël, sa main encore entrelacée avec celle de l'enfant à travers les barreaux. L'image le frappa avec une force inattendue. Il vit l'épuisement gravé sur son visage, la vulnérabilité dans sa posture et ressentit une vague de gratitude si écrasante qu'elle lui coupa presque le souffle. Cette femme, à qui il versait un salaire, lui donnait quelque chose que tout son argent ne pouvait acheter, un foyer. Elle risquait son propre bien, être pour ses enfants, pour lui. La dynamique de chef et d'employé se dissout à cet instant, remplacée par un respect profond et une connexion humaine que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Ainsi, au milieu des ruines de la famille Leclerc, naquit un nouveau type d'alliance. Ce n'était pas une famille traditionnelle, ni une relation définie par les conventions sociales, mais une équipe forgée dans la crise et cimentée dans la loyauté inconditionnelle. Le manoir, autrefois un monument au silence et à la distance, commença à se remplir des sons d'une vie réelle, des rires qui éclataient inopinément, le balbutiement des premiers mots, les conversations tranquilles entre deux adultes qui apprenaient à se faire confiance. L'acte de courage de Camille n'avait pas été simplement une digue pour contenir l'inondation, il avait été la graine d'où germait quelque chose de nouveau et de résistant. En choisissant de rester, elle n'avait pas seulement sauvé un père et ses enfants de l'abîme, elle avait posé la première pierre d'un nouveau départ, démontrant qu'à parfois les familles les plus fortes ne sont pas celles qui naissent, mais celles qui se choisissent, celles qui se construisent au milieu du feu. Le silence du manoir n'était plus celui d'un mausolée, mais celui d'une bibliothèque pour enfants. Par un après-midi tranquille, il y avait un nouveau rythme dans la maison, une cadence d'heures de sieste, de repas et de jeux que Camille avait tissé avec une patience d'artisane. Édouard, pour la première fois, n'essayait pas d'imposer son propre ordre chaotique. Au lieu de cela, il observait, il était devenu un étudiant dans son propre foyer, et sa maîtresse était la femme qu'il avait engagée pour un travail qu'il comprenait à peine. Il voyait comment elle anticipait les besoins des jumeaux avant qu'ils ne se transforment en pleurs, comment un simple changement dans le ton de sa voix pouvait désamorcer une crise de colère imminente. Il assistait non pas à une routine de soins, mais à un langage d'amour en action, une langue qu'il était désespéré d'apprendre, mais dont les mots lui échappaient encore, le laissant comme un étranger dans la terre de ses propres enfants. La première leçon arriva par Gabriel. L'enfant, méthodique et sensible à la routine, construisait une tour avec ses blocs de couleurs. Édouard, dans une tentative maladroite de se connecter, prit un bloc rouge et le plaça au sommet, brisant la séquence de bleu et de jaune que Gabriel était en train de créer. La réaction fut instantanée et volcanique, Gabriel poussa un cri de pure frustration et balaya la tour de son bras. Édouard se figea, ne sachant comment réagir à une crise si petite et à la fois si monumentale. Ce fut Camille qui s'agenouilla à ses côtés sans dire un mot
et commença à reconstruire la tour, cette fois en suivant le motif exact. Gabriel se calma, son petit corps se détendant en voyant l'ordre restauré. Ce ne fut pas une correction, ce fut une révélation. Édouard comprit que pour son fils, la sécurité n'était pas un toit sur sa tête, mais la promesse que le monde suivrait un modèle prévisible et sûr. La deuxième leçon, beaucoup plus douloureuse, vint de Raphaël. Alors qu'il jouait dans le jardin, l'enfant trébucha et tomba, se râpant le genou. Ce fut une chute sans importance, mais la peur et la douleur le firent pleurer. Édouard se précipita pour le relever, ses bras prêts à offrir du réconfort. Mais Raphaël, les yeux pleins de larmes, l'esquiva, se leva en boitant et courut au-delà de son père, un missile de douleur et de peur qui ne changea pas sa trajectoire jusqu'à ce qu'il s'écrase contre les jambes de Camille, s'accrochant à elle comme si elle était la seule ancre dans un monde qui s'était dangereusement incliné. Pour Édouard, ce petit corps courant au-delà de lui fut un coup plus dévastateur que tout échec commercial. Ce fut la preuve physique et irréfutable qu'au moment de plus grande nécessité de son fils, il n'était pas le port sûr. Il était, au mieux, un obstacle sur le chemin du vrai réconfort. Cette image, celle de son propre fils fuyant ses bras pour chercher refuge chez les autres, devint un projecteur qui illumina les coins sombres de son âme. Il se vit lui-même, le magnat tout-puissant, l'homme qui croyait que son empire était le plus grand cadeau pour ses enfants, et il réalisa le monstrueux mensonge. Il avait construit une forteresse d'or et de marbre, mais avait oublié de construire un foyer à l'intérieur. Son masque de pourvoyeur infaillible tomba au sol et se réduisit en poussière. Il vit avec une clarté douloureuse que son plus grand orgueil avait été sa plus grande cécité. Il croyait qu'il construisait un héritage de richesse pour ses enfants, alors que la seule chose dont ils avaient besoin était un héritage de présence. Il avait passé des années à construire un château pour les protéger du monde, sans se rendre compte que le vrai dragon était le vide qu'il avait lui-même laissé à l'intérieur, un vide que seule la loyauté et l'amour inconditionnel de Camille avaient été capables de commencer à combler. L'injustice de sa situation l'accabla. Lui qui avait tout le pouvoir avait été le plus impuissant, et elle, qui n'avait rien d'autre que son cœur, avait été celle qui les avait tous sauvés. Le réveil fut complet, une transformation silencieuse qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Édouard ne voyait plus Camille comme son employée, ni même comme une sauveuse. Il la voyait comme le fondement sur lequel sa vraie famille était en train d'être construite. La vérité n'était plus une plaie ouverte, mais une boussole qui pointait vers un nouveau nord. Il réalisa que la bataille n'était pas contre Hélène, ni contre le jugement du monde. La bataille avait été contre lui-même, contre son propre orgueil et son ignorance. Et en se rendant, en acceptant finalement qu'il ne savait rien, il avait gagné la seule guerre qui comptait. Depuis le seuil de la pièce, il observa la femme qui lui avait rendu ses enfants et, ce faisant, lui avait rendu sa propre humanité. Et il sut, avec une certitude absolue, que sa vie venait de recommencer. Le renouveau du manoir Leclerc ne fut pas une rénovation de marbre et de peinture, mais une transformation de l'air même qui se respirait entre ses murs. Le silence oppressant fut remplacé par une symphonie de vie. Le fracas de tours de blocs s'écroulant sur des tapis qui auparavant ne connaissaient que le poids de talons chers. Le balbutiement de Gabriel, essayant de nommer son monde. Les rires de Raphaël, qui maintenant résonnaient comme des cloches dans les couloirs. Édouard, l'homme qui mesurait autrefois le succès en chiffres à 7 chiffres, le mesurait maintenant à la température exacte d'un biberon ou à la durée d'un câlin qui parvenait à calmer un cauchemar. Il n'était plus un spectateur maladroit dans son propre foyer. Il se déplaçait avec la fluidité d'un père qui avait appris le langage de l'amour par la pratique, non par la théorie. Chaque nuit, c'était sa voix, maintenant accordée par la répétition, qui chantait la berceuse, une promesse murmurée que l'obscurité n'abritait plus de monstres, seulement des rêves. La dynamique entre Édouard et Camille évolua d'une hiérarchie brisée à une association silencieuse et parfaite. Il n'y avait plus le chef et l'employé. Ils étaient deux généraux sur le même champ de bataille, deux architectes concevant le même foyer. Leur communication transcendait les mots. Un simple croisement de regards au-dessus des têtes des enfants suffisait pour décider qui s'occuperait du bain pendant que l'autre préparait le dîner. Un après-midi, tandis que Gabriel faisait une crise à cause d'un jouet cassé, Édouard commença instinctivement à le distraire avec un jeu d'ombre sur le mur, pendant que Camille, sans que personne ne le lui demande, cherchait furtivement la colle pour réparer le soldat de plastique. Il n'y avait pas d'ordre, seulement une chorégraphie de soins mutuels et un but partagé. Ils étaient une équipe, une unité indivisible forgée dans le feu de la crise, et dans leur collaboration silencieuse, ils enseignaient aux enfants la leçon la plus importante de toutes, que l'amour est un acte de soutien inconditionnel. Les mois passèrent, un après-midi doré, le soleil se déversait sur le jardin,
le même jardin où Édouard s'était caché des mois auparavant pour espionner la douloureuse vérité de sa vie. Maintenant, il était assis sur la pelouse, observant une scène qui semblait sortie d'un rêve qu'il n'avait jamais osé avoir. Raphaël et Gabriel couraient pieds nus, leur rire poursuivant un papillon, tandis que Camille les observait de l'ombre d'un chêne, son visage illuminé par un sourire serein et authentique. À cet instant, la totalité de son voyage se déploya devant les yeux d'Édouard. Il vit la ruine de son ancien moi, la douleur de ses enfants, et la femme qui, avec rien de plus que son cœur et son courage, avait ramassé les morceaux et les avait réassemblés. Il réalisa qu'elle n'avait pas seulement sauvé ses enfants de l'abandon, elle l'avait sauvé de lui-même, lui enseignant une définition de la force qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou l'argent. Avec une détermination tranquille, il se leva et marcha vers elle. Les enfants, sentant la solennité du moment, arrêtèrent leur jeu et les observèrent. Édouard se tint devant Camille et pour la première fois la regarda. Non pas comme une employée ni comme une alliée, mais comme le centre de son univers. Camille commença sa voix ferme, mais chargée d'une émotion qui le fit trembler. « Je croyais que construire un empire était mon héritage. J'avais tort. Mon héritage, ce sont eux. » Il désigna les enfants. « Et tu m'as appris cela. Je ne t'offre pas ma maison ni mon argent. Je t'offre ma vie, notre vie. Je te demande d'être leur mère, non seulement dans le cœur, mais aussi sur le papier. Je te demande d'être ma compagne, ma famille. Épouse-moi. » Les larmes qui roulèrent sur les joues de Camille n'étaient pas de tristesse, mais d'une reconnaissance accablante. Son oui fut un murmure qui scella la fin d'une guerre et le début d'une paix gagnée de haute lutte. Leur nouvelle famille ne fut pas le résultat d'un destin écrit dans les étoiles, mais d'un choix conscient, forgé dans l'adversité et cimenté dans l'engagement quotidien. Leur foyer devint un témoignage vivant que les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux qui se tissent avec les fils de la loyauté, du sacrifice et de la présence. Édouard apprit à équilibrer son empire avec les horaires des siestes, découvrant que la vraie négociation ne se déroulait pas dans une salle de conseil, mais en convainquant un enfant de 2 ans que les légumes n'étaient pas l'ennemi. Camille, de son côté, trouva sa place non pas comme une usurpatrice, mais comme la matriarche indiscutable d'un clan qu'elle avait elle-même aidé à créer. Ensemble, ils démontrèrent qu'un foyer n'est pas une structure de briques, mais un espace où chaque membre se sent vu, valorisé et surtout en sécurité pour être lui-même. Le véritable héritage d'Édouard Leclerc ne se trouvait plus dans les bilans de ses entreprises, mais dans les rires insouciants de ses enfants. Raphaël et Gabriel grandirent dans un foyer où l'amour n'était pas un mot abstrait, mais une action tangible. Un conte lu avant de dormir, un genou soigné d'un baiser, la présence constante de 2 parents qui formaient un front uni. L'argent leur fournit des opportunités, mais ce fut la sécurité émotionnelle que construisirent Édouard et Camille qui leur donna des racines et des ailes. La fortune qu'ils hériteraient ne serait pas seulement financière, mais une compréhension profonde que la plus grande richesse réside dans la connexion humaine, dans le courage de rester quand le monde s'effondre et dans la générosité de construire quelque chose de beau à partir des ruines. Leur enfance ne fut pas marquée par l'abandon qui faillit la définir, mais par l'abondance d'un amour qui les choisit 2 fois. Ainsi l'histoire des Leclerc devint une leçon silencieuse sur la vraie nature de la famille. Elle démontra que la biologie peut donner un début, mais c'est la permanence qui définit le foyer. Raphaël et Gabriel n'eurent jamais à questionner leur place dans le monde, car leur port sûr n'était pas un manoir luxueux, mais l'espace inébranlable entre les bras d'un père qui apprit à être présent et d'une mère qui choisit de rester. Leur vie fut la preuve que l'amour le plus puissant n'est pas celui que l'on tient pour acquis, mais celui que l'on gagne, que l'on combat et que l'on défend chaque jour. Dans la quiétude de son jardin, sous le même ciel qui fut autrefois témoin de tant de douleurs, une nouvelle famille née du choix et non du hasard, jouait, riait et vivait, un phare d'espoir qui démontrait qu'un port sûr n'est pas un lieu, mais la présence inconditionnelle de ceux qui vous aiment.